Merci, bonsoir. Bienvenue à l'Assemblée du Conseil d'administration de la STM du 1er avril 2015. Mon nom est Philippe Schnob, président du Conseil d'administration. Je salue les gens qui nous regardent en direct via Internet et ceux qui nous regardent peut-être aussi en différé. Je vous présente les gens qui m'accompagnent. Vous les connaissez sûrement, mais je les présente. Il y a Marie Turcotte, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir, Marie. M. Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun. Bonsoir. M. Francesco Miele, conseiller de Montréal du district Côte-de-Liesse et leader de la majorité au conseil municipal. Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère de Rivière-des-Ferries et Pointe-aux-Trembles. À ma droite, M. Luc Tremblay, directeur général par intérim. Bonsoir. M. Marvin Rotran, conseiller de ville, vice-président du conseil d'administration. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif de moins de 35 ans. Bonsoir. Mme Marie Plourde, conseillère du district Myland. Bonsoir, Marie. Et Mme Sylvie Tremblay, maître Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive du secrétaire juridique. Ainsi que Joanne Bernier, assistante du secrétaire. Bonsoir. En fait, il s'agit de Mme Danielle Forêt. Bonsoir. Et je souligne quelques petites nouvelles. D'abord, je pense que c'est important de souligner un anniversaire aujourd'hui. On souligne aujourd'hui les 35 ans du transport, du service de transport adapté. C'est une activité qui vous intéresse beaucoup. C'est né le 1er avril 1980. La Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal commençait son service de transport adapté. Aujourd'hui, vous êtes 26 000 clients au transport adapté. On fait 3 millions de déplacements par an. Pour vous donner une idée, en 1980, on faisait 70 000 déplacements par année. Si je ramène ça au jour, ça va vous donner une idée encore plus marquée de l'évolution. On faisait 259 déplacements par jour en 80. Aujourd'hui, on en fait 9 000. Vous voyez qu'il y a eu une croissance assez importante, 300 % d'augmentation. C'est une évolution importante et c'est une réussite, je pense. Vous êtes nombreux à tenir beaucoup à la qualité de ce service-là et à venir tous les mois nous rappeler à quel point c'est important pour vous. On assure, je pense, un service de qualité. On tient compte de vos commentaires, évidemment, pour l'améliorer. On vise la perfection. On vise à s'en rapprocher. Et je pense que grâce au travail de nos employés et des gens de l'industrie du taxi qui sont aussi nos partenaires, on réussit quand même à offrir de façon générale un service de qualité. Pensez à ça simplement. 259 déplacements il y a 35 ans, 9 000 par jour aujourd'hui, et ça continue toujours à augmenter de façon considérable. Je voudrais faire également une petite mise au point. Depuis au dernier conseil et depuis quelques semaines, on a beaucoup parlé de la question de l'accessibilité du transport régulier, donc de l'accessibilité universelle. Je voudrais faire quelques précisions. Vous savez que tous les chauffeurs sont formés pour déployer la rampe pour un client qui est en fauteuil roulant, et sur demande, tous les clients qui demandent un agenouillement du bus peuvent le demander au chauffeur. Et donc, on a réfléchi depuis quelques semaines et on a décidé tout à l'heure, en discutant au conseil d'administration, de préciser quelques informations pour faciliter l'embarquement des personnes à mobilité réduite. Si l'agenouillement ne suffit pas, on pourra demander le déploiement de la rampe, on pourra le demander au chauffeur. On va communiquer l'information au chauffeur. Vous savez qu'on a 4 000 chauffeurs, donc puisqu'on a réfléchi à ça aujourd'hui, on va demander graduellement au chauffeur, on va faire circuler l'information pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc, on va faire ça au cours des prochains jours, sinon des prochaines semaines. Donc, désormais, tous les clients à mobilité réduite qui ne peuvent pas monter, parce que même si on agenouille le bus, pourront demander le déploiement de la rampe d'accès. Alors, je remercie à tout le monde d'avoir contribué à cette réflexion-là et je vous remercie aussi d'avoir souligné l'importance que ça pouvait avoir pour la clientèle. Maintenant, on va étudier et sûrement adopter un petit peu plus tard ce soir les états financiers de la STM. Je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. La STM a terminé l'année financière avec un surplus de 3,9 millions. C'est beaucoup, mais ça reste un écart de 0,3 % par rapport au budget d'un budget d'1,4 milliard. Pour mettre les choses en perspective, la STM, si on calcule son budget au quotidien, on dépense 5,5 millions par jour. Donc, arriver à un surplus de 3,9 millions, c'est presque être dans le mille. On aurait pu tomber d'un côté ou de l'autre. Donc, on est très heureux de vous annoncer un surplus de 3,9 au lieu de vous annoncer un manque à gagner de 3,9. Puis ça ne s'est pas fait comme ça en criant ciseaux. Il y a des efforts importants qui ont été faits partout dans l'entreprise. C'est important de le reconnaître. Le conseil d'administration le reconnaît. Il y a eu un gel d'embauche.
un gel de services professionnels, une amélioration de la performance aussi, notamment l'entretien métro. Donc, ça s'est fait grâce à la collaboration de la haute direction, des directions de secteur, évidemment du personnel. Donc, je remercie tous les gens. C'est quand même agréable de pouvoir conclure l'année avec un surplus budgétaire qui sera reporté, évidemment, à l'année 2015. Je vous annonce aussi qu'on, vous savez, on va entreprendre cette année, en 2015, la révision du plan stratégique 2025 et on ne fera pas ça en vase clos, on veut vous entendre. Donc, on va faire appel à la clientèle pour alimenter la réflexion. On va lancer la semaine prochaine une campagne pour inciter et offrir l'opportunité à la clientèle de nous faire part de leurs suggestions. Le thème, c'est « Traçons la voie ensemble ». Ça pourra se faire via le web. On va communiquer ça à partir de mardi prochain. Je vous invite évidemment à participer en grand nombre. Ça pourra se faire, comme je l'ai dit, via le site web à compter de mardi prochain. Donc, vous réfléchirez pendant le congé de Pâques à des idées. Et on veut des idées concrètes, là. On parle ici beaucoup de grands projets et tout, mais ce qu'on souhaite, c'est que vous nous disiez comment on peut améliorer concrètement votre parcours, les 15, 20, 30 minutes que vous passez dans le réseau avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette expérience-là plus agréable de façon très concrète? Alors, je vous invite à participer. Une autre bonne nouvelle, on est dans le top 3 des entreprises canadiennes qui se démarquent en développement durable. On a appris ça ce matin. C'est la revue spécialisée Corporate Knights qui a fait le palmarès. Donc, la STM fait partie des entreprises canadiennes de taille moyenne les plus responsables. On a le 3e rang canadien, le 1er rang au Québec et le 1er rang dans l'industrie du transport au Canada. Qu'est-ce que c'est ça, ce classement-là? Bien, c'est basé sur une douzaine d'indicateurs qui mesurent l'efficience de la consommation des ressources, la bonne gouvernance et la gestion des ressources humaines. Alors, encore une fois, bravo à tout le monde pour ces efforts-là qui sont faits au quotidien. Merci à Corporate Knights pour cette reconnaissance qui fait rayonner l'entreprise. Alors, ça fait le tour des bonnes nouvelles. Je vous propose maintenant de passer à la période des questions du public. On commence avec M. François Chérier. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Bonsoir. Bonsoir à vous tous, mesdames, messieurs. Ma question, c'est concernant, pour les rampes d'autobus, tout comme les autres composantes d'un véhicule autobus, le fabricant, dans son manuel d'entretien, prévoit-il un échéancier, exemple comme à tous les 5000 km, pour l'entretien préventif en hiver à cause des différentes situations, la sel, la glace, la neige, etc. Et l'entretien d'une façon préventive, puis existe-t-il un guide d'entretien pour ce genre de véhicule-là? C'est très précis comme question. Là. Je pourrais peut-être demander à Mme Alicard de répondre. Ce que je peux vous dire en plus, là, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on sait que de façon générale, il y a quand même pour la rampe avant un taux de bris très bas là, de 2 seulement. Là, je ne parle pas de la rampe arrière, je sais qu'on a des enjeux. Et ce qu'on va faire à partir de prochainement, c'est qu'on va demander de déployer la rampe dans le garage pour s'assurer qu'elle ne reste pas bloquée, donc été comme hiver, pour s'assurer qu'on aura, parce que souvent il arrive que la rampe reste prise simplement parce qu'elle n'a pas été déployée depuis 2-3 semaines, et vous comprenez les conditions hivernales. Donc en la déployant comme ça régulièrement dans le garage, on va s'assurer qu'on la débloque alors qu'on est en état de la nettoyer plutôt que de le faire en plein tracé. Je vais demander à Mme Alicard peut-être de donner des précisions à votre question. Bonsoir. Au fait, c'est mieux comme ça? Donc, au fait, nous sommes régis par la SAC. Donc, les autobus doivent être vus en tout temps à chaque 20 000 km pour être inspectés bumper à bumper. En plus de ça, il y a aussi, aux 10 000 km, on a des spécifications qui sont demandées par la SAC. Donc, on doit aller voir et faire des mesures, que ce soit sur les freins ou au niveau des pneus. Puis aussi, avec l'ingénierie, on a mis en place des entretiens qu'on appelle préventifs. Donc, au fait, nonobstant le fait qu'on soit obligé d'aller faire des vérifications obligatoires qui sont demandées par la SAC, nous, de notre propre chef, on essaie le plus possible de prendre les systèmes qui sont les plus à risque, on peut dire ça comme ça, et on fait des entretiens dessus de façon plus répétée, en plus, comme je disais tout à l'heure, du 20 000 km ou aux 6 mois selon lequel qui arrive en premier. Ça répond à votre question? Oui, oui, parce que c'était justement ça ma deuxième question. Alors, on a répondu à la deuxième en répondant à la première. Bien, je vous remercie beaucoup, merci. M. Chérier. Bonsoir. Bon. Madame Anne-Frédérique Goyette.
et derrière vous. Oh, peut-être qu'on peut lui apporter, oui, ce serait plus simple. Quoi qui s'est passé le 15 février? T'as déjà été gênée? Oui. On va laisser ta maman nous raconter l'histoire si tu veux, OK? Alors, le 15 février, j'ai été au métro Radisson pour un projet Accessibilité Montréal. Et j'ai toute une liste de emails que j'ai partagés avec M. Thibault parce qu'il voulait que ma fille soit là. Donc, la date fitait le 15 février. Il faisait très froid. Il m'a demandé comment j'y allais. Alors, j'ai dit, je vais prendre le 187 et le 26. Parce que votre application, là, elle est tellement bien faite, là. C'est vraiment fantastique. On est sûr que le plancher bas, il est là, puis il n'est plus là. Puis là, la madame est très, très fâchée parce qu'elle le savait qu'elle devait avoir un plancher bas, puis elle n'a pas. Fait que ça serait une affaire à corriger, je pense. L'application de la STM. Hein? Ça s'est passé à quel moment, vous dites? En février. En février. Vous savez qu'en février, oui, on a j'ai eu- passé à la télévision, Monsieur Philippe. Excusez, c'est parce que j'ai bien de la misère à prononcer votre nom de C'est famille. correct. Moi. J'ai passé à TVA. Oui, j'ai lancé un appel à TVA sur Facebook Ah, ah. le 3 mars, puis ils sont venus me rencontrer après un rendez-vous médical le 5 mars. OK. Le monsieur, le 15 février, que j'ai rencontré, M. Thibault, il était très, très gentil. Et on allait prendre un cornet de crème glacée après. Oui. Oui, parce qu'il fallait que je planifie un plan A, B, C pour les autobus. Et le plan A a très bien fonctionné. Hein? L'autobus est arrivé, il y avait son plancher bas. Puis c'est quoi qu'il a dit? Aucune idée. OK. Le trottoir était très bien dégagé, malgré une petite butte de neige que malheureusement, mon fauteuil ne peut pas monter. Alors, je lui ai demandé de refermer son plancher bas, d'avancer de 5 pieds. Là, je pourrais embarquer en sécurité. Alors, il a refermé son plancher bas et il a dit Et « Cale-toi, il y a un transport adapté. » OK. À 40 000 $ par jour, transport adapté, là, maintenant, là, c'est beau pour mes rendez-vous médicaux, là, mais quand j'ai des activités à faire, là, j'aime bien ça prendre le boss. C'est bien le fun. Je suis vraiment bien installée, puis j'en ai pas de problème, d'accord? Alors, ma fille, quand on a traversé la rue Sherbrooke, qui surplonge l'autoroute de la 25 à moins 30 degrés, malgré sa soute et tout camouflé, là, elle a eu des grosses engelures aux doigts, puis dans le visage. Puis, c'est drôle, arrivé en Honoré-Beaugrand, j'ai fait signe au contrôleur qui m'a dit il dit, c'est toi la fille de la F26? Oh, ça se sait, hein, facilement. Ton chauffeur, il vient de t'avertir. Fait qu'il dit, je vais t'accompagner jusqu'à la 187 en sécurité. Je dis merci beaucoup parce que ma fille est très fatiguée puis elle a très froid. Puis il dit, inquiète-toi pas, on va faire une longue plainte sur lui. Alors, j'en ai fait une, j'ai redemandé une révision. Malheureusement, j'ai jamais eu de révision de ça. Alors, ma fille, elle aimerait ça que le chauffeur d'autobus s'excuse en personne. Et pour les engelures et tout, je demanderais une indemnité. Bon, là, je comprends que vous avez fait une plainte. Oui. Vous avez fait une plainte, donc ça fait quoi, un mois et quelques semaines, là? Oui, à peu près. Assez rapidement. Et avez-vous une réponse? Non? Vous n'avez pas eu de réponse? Donc, rien. On vous a au moins dit qu'on avait reçu la plainte? Oui. Bon. Puis en Alors, plus, j'imagine quand la qu'on est fille en a train lu de la la traiter, plainte, là. là, Ouais. c'était même pas ça qui était écrit. Puis en plus, elle a dit qu'elle prendrait ça à cœur. Bien, écoutez, là, moi, je n'ai pas eu vent de la plainte que vous avez faite, mais si elle est dans le système, j'imagine qu'on est en train de l'examiner. J'exige 3 000 pour les engelures de ma fille, qui va l'aider futurement à avoir ses orthèses et tout, parce qu'elle a le Vous syndrome savez de qu'on la ne peut l'os. pas régler ce genre de choses-là ici, là, vous comprenez? Non, j'essaie de le régler à l'amiable. Oui. Alors, on a pris votre plainte en considération.
on a vos coordonnées. Donc, j'imagine qu'on vous répondra quand on aura fini l'examen de votre plainte. Pour le reste, on prend note de votre observation. Oui, parce que si ça ne fonctionne pas, je vais aller en cours au droit de la Charte et liberté. Parce que je trouve que c'est un manquement du chauffeur. Et il y en a beaucoup qui font ça, des manquements de chauffeur. Puis la planche en avant, même si elle n'est pas fonctionnelle, manuellement, il peut la lever puis la déployer. Et je crois que dans l'éthique des chauffeurs, c'est dans leur éthique de ne pas nous laisser dehors à la porte. Je pense que le message est clair, puis on transmet régulièrement aux chauffeurs l'importance aussi d'avoir une attitude correcte à l'égard des personnes à mobilité réduite. C'est déjà fait, les gens le comprennent. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous voir. C'est cool, c'est bye-bye. Merci beaucoup. Alors, j'imagine que vous êtes Caroline et Anne-Frédérique. Alors, les deux questions ont été posées. Je vais donc inviter maintenant M. Yves Daou. Bonsoir à tous. Monsieur le Président, j'ai quelques questions que je vais énumérer en rafale. Vous avez droit à 2. Oui. Ça va être une petite rafale. Une petite rafale, une petite tempête. Pourquoi les dernières stations de métro, Jolicoeur, Angrignon, Beaubien, rénovées complètement ou en cours, n'ont pas inclus l'accessibilité universelle? Selon moi, quand on arrive à des rénovations majeures, on doit inclure, ça fait partie de la Charte québécoise, l'inclusion. Autrement, on va répéter les erreurs des années 60, que M. Rotran disait avec raison, et puis que les prochaines rénovations majeures de ces stations-là ne seront pas avant 30-40 ans. Donc, si la rationnelle de ne pas inclure l'accessibilité universelle, je pense qu'on passe à côté. L'accessibilité universelle, c'est une question d'inclusion qui est enchâssée dans la Charte. Et si on rénove, on doit l'inclure. S'il y a un défaut d'argent, on ne devrait pas utiliser le prétexte que c'est une enveloppe séparée. C'est pas juste ça. Je vais vous expliquer d'abord pour Beaubien. Et ralentir. Les autres avant, je ne connais pas le dossier, mais Beaubien, j'ai posé la question. Vous connaissez la station Beaubien? Quelque peu, là, Alors, moi, je la connaissais peu aussi parce que je m'arrête rarement directement à Beaubien, mais j'y ai passé quelques heures la semaine dernière, là, les mardis, quand je réponds aux questions, puis j'étais là. Et les gens m'ont posé la question et j'ai dit, regardez autour de vous, là. On le met où, l'ascenseur? Non, mais laisse-moi finir. Je suis d'accord, Et monsieur. À Beaubien, c'en est une particulière. Il y en a d'autres dans le réseau comme ça. La question, c'est on le met où, l'ascenseur? Okay. Et c'est-moi finir. Et ici, pour pouvoir rendre accessible Beaubien, ça nous coûte une fortune parce que celle-là, elle est très complexe. Là, parce qu'on ne peut pas le mettre en arrière, il y a une rue. On ne peut pas le mettre en avant, il y en a une. On ne peut pas le mettre à côté, il y a la boucle d'autobus. On ne peut pas le mettre dans le milieu, il y a un puits de lumière qui est patrimonial. Et là, on aurait d'autres enjeux. Alors, on pourrait le faire. Ça peut se faire. Tout se fait. Hein? On a envoyé des gens sur la Lune, on peut le faire. Mais si ça nous coûte 50 millions, on préfère prendre les 50 millions puis en faire 5 autres plutôt que de mettre l'argent dans une station. Okay. C'est un peu ça le calcul qu'on fait. Je peux vous assurer qu'à partir de maintenant, parce que même Beaubien, c'est une décision de rénovation qui est prise depuis longtemps, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va devoir examiner au conseil d'administration des projets de rénovation de stations, la question qui va être posée, puis il va falloir avoir de très bons arguments pour ne pas le faire, c'est où on les met, les ascenseurs, puis ça va nous prendre des réponses. Alors, je peux vous assurer que le conseil d'administration, ici, c'est ça l'intention qu'on a, c'est de s'assurer que quand on met de l'argent pour rénover une station, qu'on fait l'essentiel de ce qu'il faut faire pour pouvoir la rendre accessible. Je reçois très bien votre réponse, M. Schnob, mais qui donne une allure d'une réponse de politicien, parce qu'on pourrait davantage... Vous jugerez dans 3-4 ans, quand ce sera fait, Schnob, on ne peut pas répondre pour le passé. M. Schnob, ça serait intéressant de parler de la station Angrignon, de la station Jolicoeur, qui ne sont pas vraiment creuses dans le sol, qui sont, je ne dirais pas à ras de sol, mais disons que ce n'est pas des ascenseurs de 500 pieds. Et la station Jolicoeur, que je connais pour y avoir habité de mon enfance, j'ai vécu dans le sud-ouest pendant longtemps, je suis à La Salle présentement, il y a quand même beaucoup d'espace alentour de la station à l'extérieur, puis à l'intérieur. Et la station Angrignon, les rénovations sont en cours, ce n'est pas l'espace qui manque non plus. Et on voit pratiquement les rails, pas à ras de terre, mais pas tellement loin.
j'aimerais qu'on s'attarde à ces questions-là. Là. Je peux comprendre que Beaubien représente une difficulté technique, mais pourquoi en Grignon, on a été dans un processus d'exclusion et qu'on n'a pas réparé les erreurs des années 60? C'est quand même désarmant. Et la station en Grignon est d'autant plus une station stratégique qu'elle est le terminus de la ligne verte. Et pour avoir fait un petit voyage en février à Londres, j'ai remis à M. Parenteau d'ailleurs une petite carte du réseau qui est accessible également sur Internet. On peut voir que l'ensemble des terminus, des bouts de ligne de tout le réseau de métro de Londres, ben, ils sont accessibles. Et ça, c'est un vieux réseau et qu'ils ont vu à étaler quelques stations. Ils ont de très vieux ascenseurs aussi, parce que dans la construction, alors qu'à Paris, il n'y en a pas, ou presque pas. Et que les nouveaux segments, mais ils sont tous accessibles. Ce que je peux vous dire simplement, là, puis on va passer à l'autre question, si vous voulez, ou à l'autre personne, c'est qu'à partir de maintenant, on va devoir examiner ça avec attention pour que les prochains travaux tiennent compte de cette préoccupation-là. Et peut-être prioriser dans le passé, et peut-être prioriser les stations qui pourraient être rendues accessibles. C'est ce qu'on fait maintenant. Voilà. OK, je vous remercie. Merci. Alors, monsieur, c'est la première question. Moi, j'ai l'impression que vous en aviez déjà posé 4. Oui. Allez-y. Merci de votre réflexion que vous avez eue au CA sur l'usage des rampes. De savoir quand les abaisser ou abaisser l'autobus et autant que la rampe. Mais est-ce que vous en êtes sorti avec un projet de rédaction d'une politique claire sur l'usage des rampes qui pourrait être accessible aux employés autant que les usagers? Là, on va communiquer l'information aux employés, puis on le fera certainement aussi là, pour la clientèle, pour que les gens soient au courant que c'est la façon de faire. Je vous remercie pour votre processus de réflexion et souhaitant que finalement, il n'y aurait plus d'éléments d'humiliation, de retard pour les usagers en mobilité réduite. Merci. Merci. Bonsoir. Monsieur Albie Laufer. Thank you, Mr. President. One question, because after my question, I have to leave early because my father's not well. My question is there any plans in the future for the 161 bus that runs from Rosemount Metro to Wentworth and Côte Saint-Luc to have articulated buses? Because if you go between 4 and 7 in the afternoon at the Plamondon Metro, the lineup goes from the Metro entrance almost around the corner to the parking lot of Van Horn Shopping Center. Also, at the Plamondon station, there's one door that's not functional. It's not working. That would be easier to connect to the 161. So you have to go, when you get up the stairs, you go straight, and then you have to go around like this. Okay, I will ask Monsieur Rotran to answer the question as the president of the Service à la Clientèle Committee. Good evening. Nice to see you again, Mr. Laufer. We have 252 articulated buses in our fleet. They're allocated to all our busiest lines. We also have a total of 31 lines that we call our 10 minute max lines. Those 31 are the core of our network, and they carry 80% of our passengers. Not all of them have articulated buses because, as I said, we only have 252 out of our fleet of slightly more than 1,700 buses. In the next bus purchase, we will be getting more articulated buses. I believe some of them will arrive in 2016, but more in 2017. And we will allocate them to some of the routes on the 10-minute max or 10-minute max network. Of those, we've already identified 10 possible routes that could be for articulated buses. I believe the 161 is on that list, so it's the 105. That doesn't mean that it will be chosen. There are 3 or 4 conditions, one of which is that the boroughs or municipalities through which the bus travels have to be in agreement, because it requires changes to the bus zones. You have to remove parking. The bus zones have to become larger because the bus is larger. There's also some minor changes sometimes required in the geometry of the street. One of the communities the 161 goes through is Hampstead, and Hampstead on the record being opposed to articulated buses, at least for the 51 route. At one point we were talking about maybe admitting 51 to the list, and we did have communication from the municipality saying it's opposed to articulated buses. I don't know whether that applies to 161 as well, but we will also then look at the ridership potential of each route.
The 161 has been growing, it's true, so has a couple of others. But again, it'll be a decision based at the time we have the extra buses as to which routes can get the biggest bang for the buck. And 161 is not one of our top 10 or 15 routes in terms of ridership. Supplementary. Yes. Have you spoken to Mayor Housefather, who may end up becoming our next MP, but have you spoken to Mayor Housefather in regards to the 161 since it starts going into Côte St. Luc at Pinedale, and it goes to Wentworth, where it makes the turn to. I have spoken to Mayor Housefather, not specifically about articulated buses, but about two other issues. One of which is bus lanes in their territory of Côte St. Luc, specifically on Côte St. Luc Road, the portion that's uniquely in the city of Côte St. Luc and on Cavendish. And as well, we've had conversations about the general level of services, and he's generally satisfied with 161. But we have not spoken about our. I will speak to him about that, but I want to caution, this is something that we will not probably decide for at least 2 years from now. Thank you Merci, very much. Monsieur Rotran, merci. Bonne chance avec la santé de votre père, Monsieur Laufer. Monsieur Henri Desbioles, maintenant. OK, vous voyez, je parlais de l'escalier, du trottoir. Vous voulez parler d'autre chose, vous allez être choqué. Non, j'ai vu les cartes. Alors voilà, je voulais juste vous dire une chose, c'est que je suis venu il y a quelques mois vous parler d'un problème avec arrêt, l'abribus, ouais. un problème avec un arrêt d'autobus où l'abribus n'est pas du tout. Et puis là, je pense que là aussi, on va parler C'est à Place Versailles. d'inclusion. Alors, qui est responsable de l'accessibilité des abribus? Est-ce que c'est celui qui les dépose, donc Pied au Tronc, M. Pierre-Carl Pelado, ou c'est la ville? Quelqu'un doit être bien responsable de l'accessibilité des abribus. C'est une bonne question. Là, il est sur le territoire de la Place Versailles ou sur le C'est devant la sortie Sherbrooke à la Place Versailles. Okay, il est dans, Et là, je vous apporte des preuves. Monsieur Photo arrive. Là. Vous pourrez nous les envoyer par... M. Bélanger, une réponse. Vous connaissez M. Bélanger qui est derrière? D'ailleurs, je me souviens de vous avoir répondu, M. Desbioles, à ça. Il y a eu des inspections qui ont été faites sur le terrain. Lorsqu'on installe un abribus, il y a certaines informations ou certaines analyses qui sont faites, notamment sur les utilités publiques qui passent sous le trottoir. Et c'est le cas de l'abribus que vous me parlez en ce moment. On a de la difficulté à rendre accessible parce qu'il y a des utilités publiques, soit électriques, soit d'égouts, soit d'aqueducs qui passent sous le trottoir et qui doivent être demeurés accessibles en tout temps. Ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est de relocaliser l'arrêt et l'abribus pour être en mesure de le rendre accessible. Madame parlait de l'hiver, c'est vrai, et quand il fait pas mal, s'il n'y a pas neige, c'est bien agréable d'attendre à l'intérieur, et puis en attendant qu'un autobus arrive. Et puis je veux juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que madame a dit. Les planchers avant, je trouve ça extraordinaire par rapport aux horreurs qu'on a eues. J'ai connu des 16 000, 17 000, il y en a même un qui a brûlé. Et là, les planchers avant, pas plus tard qu'hier, le chauffeur n'a pas voulu se lever. C'est censé la rampe avec la main pour qu'on puisse rentrer. Il n'a pas voulu le faire. Bien là, pour régler cette question-là, on va simplement, je crois qu'en s'assurant qu'on la déploie régulièrement, on va éviter ce genre de situation-là parce qu'on parle quand même de 2 des cas. Alors, on essaie de diminuer ce 2 %-là. Voilà. Ça devrait permettre... Comme une roche dans une paire de chaussures. Quand ça fait mal, on a envie d'enlever les chaussures à la roche. Je pense que c'est des petites choses. C'est en étant avec vous. Alors, félicitations pour le transport adapté. Je le prends depuis de nombreuses années. Ayant été en Europe, c'est pas parfait, puis je pense que rien n'est parfait sur cette terre. Mais le fait que vous nous écoutez, collaborer avec vous. Parce qu'en Europe, c'est pas du tout ça, puis c'est bien plus cher. Alors, au lieu de chialer là, vous imaginez, vous faites toute l'île de Montréal, 37 km pour
pour un ticket d'autobus, je trouve ça quelque chose de merveilleux. Et c'est ça, de mettre en valeur et puis que les gens comprennent ça, parce que c'est bien beau de faire des réflexions, mais il faut aussi apporter, collaborer. Ben, je vous remercie. Et je vous en prie, puis encore longue vie voilà, au transport adapté. Et au plaisir de vous revoir. Maintenant, j'appelle M. Craig Sauvé. Vous avez un événement après ou vous avez mis la cravate pour venir nous voir? Oui, mais c'est pas le conseil municipal ici. Vous pouvez venir sans cravate. Vous méritez une cravate, je pense. Oui. M. Desbiol, bonjour. Bonsoir à tout le monde. Le 13 janvier dernier, le gouvernement du Québec a annoncé une entente avec la Caisse de dépôt et placement du Québec. On va prendre ça, là, puis je vous laisse commencer votre question. Je vous remercie. Oui, non, je l'ai vu, ça. Allez-y, je peux recommencer. Oui, pas de problème. Donc, je disais qu'en janvier dernier, le gouvernement du Québec a annoncé l'entente avec la Caisse de dépôt et de place. Ouais. Ça va. Bon, donc, allez-y. Merci. La Caisse, développement transport en commun. Okay. Donc, il y avait cette entente qui était annoncée juste en janvier dernier. On parlait de 2 projets en particulier, le SLR Pont-Champlain ainsi que le train de l'Ouest ou le plan de mobilité de l'Ouest. C'est un nouveau modèle, la façon de faire pour développer le transport commun. Ce serait le modèle PPI ou PPP, comme on le voit. Vous êtes tout à fait au courant. Donc, à part de développement, il propose peut-être que la Caisse serait ceux qui l'exploitent et opèrent ces 2 services-là. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer ça que c'est un désaveu où ils n'ont pas pensé à vous, le STM, qui était un des meilleurs opérateurs au monde, on le sait. Est-ce que ça vous intéresse de devenir les opérateurs de ces 2 lignes potentielles-là? On n'a pas encore les projets devant nous, mais est-ce que vous faites des représentations auprès de la Caisse ou auprès du gouvernement de Québec pour être potentiellement des opérateurs pour le train de l'Ouest, qui serait tout sur l'île de Montréal déjà où vous opérez en termes en Monopoly, ou potentiellement le SLR, qui pourrait devenir en fait un tramway tram-train qui aurait potentiellement vraiment un réseau à Montréal. Donc, c'est vraiment votre territoire. Est-ce que vous avez fait des représentations? Est-ce que ça vous intéresse de faire ce genre d'opération? Pour l'instant, c'est notamment la Caisse de dépôt qui examine la faisabilité du projet d'un point de vue financier, notamment. Alors, tant que cette démarche-là n'est pas complétée, là, je pense qu'il serait prématuré de déterminer qui sera l'opérateur de ça. Mais éventuellement, quand les décisions seront prises, on sera en mesure de commenter à ce moment-là. Ça pourrait être intéressant, juste parce qu'on a vraiment des 2 énormes infrastructures. On a déjà le métro appareil par vous. C'est vraiment complémentaire, me semble. C'est certainement complémentaire. On en tiendra compte si les projets se concrétisent également dans notre plan stratégique, parce que c'est clairement un élément qui va amener de la clientèle, quel que soit l'opérateur qui va en amener dans le réseau de la STM. Je pense qu'il faut surtout dire que ça crée un contexte très positif pour le transport collectif, parce que ça fait des années qu'on dit que ça avance à pas de tortue, et là, il y a 2 grands projets qui sont en train d'être étudiés de façon très concrète. Il faut se réjouir de ça, et on verra par la suite qui a la responsabilité de faire rouler ces trains-là. J'aimerais indiquer qu'il y a des grandes villes au monde où il y a plus qu'un opérateur. Hong Kong, par exemple, il y a un opérateur pour le métro, un autre pour l'autobus. Il n'y a pas de complémentarité. Un titre sur une n'est pas bon pour une correspondance sur l'autre. Et à Tokyo, il y a plusieurs. Il y a beaucoup de problèmes de gouvernance. Donc, si vous suggérez que c'est de gros bon sens d'avoir un opérateur dans un territoire donné, je suis d'accord. Merci. En tout cas, on a 2 ici. On a l'RMT pour les trains de banlieue, mais c'est plus intermunicipal. Mais le métro est un peu intermunicipal aussi avec la ligne jaune. Mais en tout cas, ma formation politique a toujours soutenu le STM pour être opérateur de ces genres de réseaux. Donc, c'est à suivre. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Monsieur Roland Franklin. Monsieur Franklin. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à Monsieur Rotran. À Monsieur Rotran. Vous? Oui, c'est vous. Oui. Bon. Avez-vous déjà envisagé de regarder le mécanisme des opérations de la planification dans le transport adapté? Si oui, mentionnez quelques points de contradiction.
je ne suis pas certain si je comprends la question. C'est vrai que je suis président du comité qui a déjà fait des réunions publiques dans cette salle où assister les usagers des transports adaptés en grand nombre et on a fait l'interface entre le service et les usagers. J'aimerais croire que ça a amélioré le service et aussi créer un environnement de consultation et échange d'informations qui n'a pas existé avant le temps que j'étais sur le STM. Je ne sais pas si ça c'était votre question, mais ça c'est ma réponse. Bon. En fait, c'est pas tout à fait ça. Je vous invite à effectuer des recherches pour mieux comprendre afin de mieux aider M. Philippe Schnob dans ses projets novateurs. Parce qu'il a déjà été sur le terrain en visitant les métros pour mieux comprendre. Oui. Je vous invite dans vos 17 ans de service à faire des exercices qui pourront mieux l'aider. Bon. Alors, oui, on peut prendre ça en considération. De toute façon, on est présent, même aussi, on va visiter occasionnellement les gens du transport adapté aussi. Et c'est sûr que le conseil d'administration nous permet d'avoir beaucoup de feedback, comme on dit, là, de la part de la clientèle. Donc, je pense que c'est important de prendre ça en considération. Vous avez une deuxième question? La question s'adresse à vous. Et l'outil ultime de toute administration efficace, c'est la capacité de traiter les dossiers dans un très court délai. Il faut dire, aujourd'hui, la compagnie de transport adapté, Taxi Express, la seule compagnie haïtienne, est menacée de fermeture et ses jours sont comptés. Quel est votre apport face à cette alarmante situation? Écoutez, je ne suis pas au courant de ce dossier-là. Vous parlez de la compagnie de taxi Expert. Je ne connais pas la situation, mais M. Gagnon, qui est directeur du transport adapté, connaît certainement la situation. Il pourra vous répondre. Oui, bonjour. On se connaît bien. Mario Gagnon, directeur du transport adapté. Là, on comprend que là, on est dans des considérations contractuelles. Alors, c'est sûr qu'en public, malheureusement, je ne pourrais pas en discuter, mais on va continuer les discussions comme on l'a toujours fait depuis quelques années. Et la CA est toujours au courant de toutes les négociations qu'on fait, et on va continuer à les mettre au courant. Merci, M. Gagnon. Merci, M. Franklin. Bonsoir. M. Julien Gascon. Bonsoir. Bonsoir. Ma question concerne, sur le site, je vais juste vous lire un extrait du site de la STM, ça va prendre une petite seconde. OK. C'est à propos des autobus à plancher bas. Donc, quand on arrive à l'arrêt, ça dit sur le site web, si la rampe ne fonctionne pas, donc pour la clientèle en fauteuil roulant en attente à l'arrêt, le chauffeur informe la clientèle et attend que le chauffeur informe la clientèle en attente que le service a interrompu et avise le CCA. Un chef d'opération est dépêché sur les lieux le plus rapidement possible afin d'évaluer la situation. Par la suite, celui-ci vous indiquera la marche à suivre. Donc, selon la procédure officielle de la STM, lorsqu'une rampe d'autobus est déclarée brisée, le service doit être interrompu jusqu'à l'arrivée d'un chef d'opération. D'après mes expériences, lors de l'utilisation d'autobus à plancher bas, je n'ai jamais remarqué que le service était interrompu. Lorsqu'il y avait un bris, le bus repartait sans moi, tout simplement, un peu comme si de rien n'était. Mais selon vos règles officielles sur le site de la STM, le service doit être interrompu. Je voulais savoir, est-ce que vous appliquez cette règle-là ou sinon, est-ce que vous avez l'intention de l'appliquer? Merci. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'étant donné qu'on constate quand même que dans 98% des cas, ça fonctionne, selon les données qu'on recueille en fonction du nombre de réparations qui sont faites, parce que ça fonctionne généralement. Je présume que vous prenez régulièrement. Pour les rampes avant, oui, mais pour les rampes arrière, c'est... Les rampes arrière, c'est autre chose. On sait qu'on a des problèmes avec les rampes arrière. On a fait de gros efforts, mais à un moment donné, il faut prendre à l'évidence. C'est pour ça que maintenant, tous les bus qu'on achète ont des rampes arrière. Cela dit, je mentionnais tout à l'heure qu'on va demander maintenant de déployer la rampe régulièrement pour être certain qu'elle ne reste pas prise à cause de la neige qui serait accumulée ou des petites roches et tout ça. Donc, ça devrait faciliter aussi réduire ce 2%-là qui est de résiduel, de rampes qui ne peuvent pas être déployées. Donc, idéalement, on essaie de réduire tous les inconvénients qui peuvent être causés et c'est ça. Donc, théoriquement, avec le temps, là, on souhaite que ce
taux-là de défaillance diminue pour les rampes avant. OK. Le 2 c'est pour les rampes avant, vous dites? Oui, oui, oui. C'est OK. les statistiques des rampes avant. Les rampes arrière, on sait. De toute façon, les rampes arrière, ouais. Mais oui, c'est pour les rampes arrière. Les rampes arrière, c'est autre chose, on le sait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait davantage sur les applications. On indique les rampes avant quand on, sauf erreur, là, c'est ce qui est indiqué. OK. Par rapport, bon, lorsqu'il y a un bris qui survient, c'est souvent le cas, la plupart du temps, c'est dans les bus à rampe arrière, quelquefois dans les rampes avant. Si je compare avec, mettons, les États-Unis, avec la loi ADA qui stipule qu'un bus dont la rampe est brisée ne doit pas être mis sur la route tant qu'il n'est pas réparé, ou dans un délai maximum de 3 jours s'il n'y a plus aucun autre véhicule disponible. Je veux savoir comment ça fonctionnait ici. Quel était le temps avant? Est-ce que la STM garantit un temps avant de réparer, ou est-ce que la STM va empêcher que le bus soit remis en service tant que la rampe ne soit pas réparée? Quelle est la Je vais procédure? laisser Mme Amilcar, directrice exécutive du réseau des bus, répondre. Donc, peut-être juste une petite précision à votre première question de tout à l'heure. Quand on parle d'interruption de service, il est clair que malheureusement pour vous, le service est interrompu, mais pour la balance des gens qui sont dans l'autobus, le service peut être continué. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va dépêcher sur les lieux un chef d'opération pour venir vous accompagner, pour vous aider, soit à prendre le prochain autobus ou tout simplement aussi appeler le transport adapté. Dans le cas nous, au niveau de la SAC, je l'ai expliqué tout à l'heure à une personne précédente avant vous, là, qui avait besoin de savoir quels étaient nos règlements par rapport aux normes. Alors, les rampes font partie des règlements SAC. Donc, on est obligé d'aller voir leur état à tous les 20 000 km. Et si un bris survient et ça empêche, effectivement, par exemple, si la rampe est à moitié sortie, forcément, l'autobus ne pourra pas être utilisé. Mais si on est capable de rentrer la rampe, à ce moment-là, on peut continuer le service. Et lors de la rentrée au garage de l'autobus, on va faire un diagnostic. Si on est en mesure de réparer la rampe, on va la réparer. Si on n'est pas en mesure parce qu'on n'a pas les pièces ou on n'a pas la main-d'œuvre, on va mettre un avis dans notre système pour éviter le plus possible de mettre cet autobus-là sur une ligne qui est accessible. Donc, nous, ce qu'on essaie le plus possible de faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une ligne accessible, on fait en sorte de donner des rampes avant ou des rampes arrière fonctionnelles. Donc, dans le cas, comme je viens de l'expliquer, si la rampe, on sait qu'elle est non fonctionnelle, on ne la mettra pas à ce moment-là sur une ligne dite accessible. OK, voilà. Merci. Merci beaucoup. Madame Andrea Miller-Nesbitt. Bonsoir. Hi, I'm going to speak in English, Okay. if that's okay. Okay, so my first question is I was wondering if you could tell me what your policy is related to people who use public transit with a service dog. So I'll give you some context. I recently met someone who uses a service dog and who was... Sorry, okay, is this better if I... Okay, so I met someone recently who has a service dog and who was told that she couldn't take the bus. Is that okay? Because it was too full, so she had to wait until after rush hour, which at that point was, going to be a 2 or 3 hour wait. Was a blind person? No, I mean, you can use service dogs for a number of different things. So I'm wondering, what your policy is for people who have service dogs. Well, but that we're talking about policy when the bus is full, so I wouldn't be sure if there is what kind of policy we would have if Could you clarify with your friend whether the driver actually said, no, you can't use any bus till after rush hour, or did he just say this bus is full, you should take another bus? Because it's a different situation entirely. Okay. It depends. If the bus was really full, that could be a problem, you understand. Right. For any So, yeah, we do just have to understand the situation more precisely. Okay, I see. Is there a policy that exists for this, or? Yes, we do allow service dogs on our buses. Yeah, All major transit organizations in Canada do. She was told specifically she had to wait till after rush hour. Okay. So. Could you? Can we contact you afterwards? Get a few We have your details? phone number. Sure. Yeah. And you could put us in communication with your friend as well. Sure, Okay. I can try to do that. You have another question? I had another question which someone else has already asked, Okay. but I would just like to make a comment.
about your introduction, your comments at the introduction. I just think it's important to reflect on the fact that transport adapté usage is increasing, and the reason that might be is because the public transit system is so inaccessible. So it's something for you as the board members to reflect on. Yeah, we know that, and that's why we want to put elevators as more as we can, right, as fast as we can, but we have limited budget, so we put our money where we know that we will have a big impact. Yeah, well, luckily you have a surplus, and so well, but you know, with that surplus, it's not even enough to put one elevators right. in one station. Yeah, as the metros and the buses become more accessible, the transport adapté costs will go down. You can, That's the plan. great. That's exactly the plan. Thank you very much. Madame Françoise Todd. Je peux vous amener le micro, madame, si vous voulez rester assis. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai des difficultés avec ma carte puce et dans le transport adapté et dans le transport régulier. Dans le transport régulier, ça peut concerner tous ceux qui prennent le transport adapté. Elle ne passe pas au guichet si on est deux. C'est pour une personne, pas pour deux. Or, notre accompagnateur, il ne paye pas dans le transport régulier. Mais dans le métro, c'est fait pour une personne, pas pour deux. Le deuxième problème avec cette carte au guichet du métro, c'est que vu qu'il y a de moins en moins de personnes au guichet du métro, quand il n'y a personne, l'autre personne ne peut pas passer. À moins d'enjamber, si la personne est capable d'enjamber, vous passez en dessous. Alors ça, c'est un problème. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais ça m'est arrivé. Non, là, moi, je ne suis pas au courant. Je suis au courant du fait que, oui, quand il y a des accompagnateurs, la personne n'a pas... si on peut payer, passer là, à deux, la question de la carte au puce, comment on peut gérer ça, là, c'est une bonne question. Regardez, je vais le prendre en considération. On a vos coordonnées. Ou on peut peut-être vous rencontrer après. Oui, alors Mme Vaillancourt va venir vous parler après. D'accord, mais c'est pas juste pour moi. Je suppose non, que je ça peut sais. arriver à d'autres personnes. Vous avez soulevé quelque chose, mais il y a peut-être que... on va déterminer là, si c'est répandu et s'il y a des solutions qu'on peut trouver. Mais c'est effectivement... L'autre problème avec ma carte puce, qu'on m'a renvoyée il y a quelque temps, c'est que c'est une photo qui n'est pas très nette et on me demande de la tourner dans les deux sens. C'est pas facile avec une main de sortir la carte du porte-monnaie. Alors, des fois, on me l'a dit de la mettre dans un sens, d'autres fois dans l'autre sens. Et si j'ai encore une petite question qui n'est pas prévue, suite à ce que vous avez dit concernant les ascenseurs, ça m'est arrivé hier de prendre l'ascenseur à Côte-Vertu et j'étais étonnée, c'est marqué que donc il y a un ascenseur, mais qui, du bas, il ne va pas jusqu'en haut, alors que d'en haut, on peut aller jusqu'en bas. Pourquoi l'ascenseur s'arrête au milieu, il ne va pas jusqu'en haut? J'ai déjà pris cet ascenseur-là, puis je ne visualise pas. Marie, peut-être? Marie, on l'a déjà pris ensemble, non? Tu es capable d'en sortir, là? Il me semble que l'ascenseur va jusqu'en haut. Parce qu'on a demandé, ils nous ont dit qu'il y avait juste un niveau, qu'il n'allait pas jusqu'en haut. Il faut bien pouvoir se rendre, c'est ça le principe, il faut se rendre jusqu'au niveau de la rue. C'est là que je l'avais pris, moi. Alors peut-être qu'on vous a mal informé. Parce que je ne prendrai pas deux fois les marches. Et vraisemblablement, vous avez réussi à en sortir. J'ai pu en sortir en prenant les marches. En prenant les marches, ce qui n'était pas prévu. Oui. D'accord. Voilà. Écoutez, je vais m'assurer que les gens savent au métro Côte-Vertu que l'ascenseur peut aller jusqu'en haut. D'accord. Merci bien. Bonsoir. Monsieur Laurent Morissette. Alors, bonjour, Monsieur le Président. Bonsoir. On m'entend correctement? Oui. Écoutez, d'abord, bon 1er avril. Je vais juste faire un petit aparté au début parce que j'aimerais bien mes questions, c'est pas ça. Tout à l'heure, quand je m'étais dans l'autobus, j'ai eu connaissance d'un communiqué de l'ASTM dans lequel l'ASTM s'excuse au niveau des usagers du transport en commun qui ont des limitations. Et honnêtement, vu qu'on était le 1er avril, les excuses, j'ai pensé que c'est comme un peu un poisson d'avril, mais quand j'ai vu vraiment la source, j'ai dit, bon, ben, c'est le fun de savoir qu'enfin, on a des excuses publiques. Ouais. J'ai vu le communiqué, j'ai compris effectivement qu'il faisait référence au fait que c'était le 1er avril, le
de ce faux communiqué. Il reste que je mentionnais quand même tout à l'heure qu'on avait néanmoins une grande sensibilité à toutes les questions qui sont soulevées dans ce communiqué-là. Alors, vous avez une question sur les uniformes. Oui, bien, écoutez, je sais que j'ai vu dans l'article de la presse comme quoi que les nouveaux uniformes des chauffeurs doivent être remplacés. Les nouveaux qu'on vient d'acheter, là. OK? C'est Radio-Canada, en fait, oui, mais, ouais. Bon, peut-être que j'ai été mal informé, mais disons que c'est une nouvelle qui a passé quand même dans les réseaux sociaux. Il y a toujours des nuances, hein? Oui, non, je sais. Je sais aussi qu'on m'a dit que c'était à coût nul, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui motive le remplacement de ces uniformes-là. Vous demanderez aux chauffeurs et aux opératrices et aux changeurs qui vont vous dire qu'ils sont très contentes maintenant, je pense. En tout cas, moi, je me trompe d'avoir des uniformes qui ont été faits pour les femmes parce que jusqu'à récemment, ils devaient porter les uniformes qui étaient faits pour les hommes. Donc maintenant, et puis on a modernisé le look aussi, si vous avez constaté. Donc, c'est ce qui justifiait là, ces changements-là. Mais de toute façon, il était temps de moderniser l'ensemble des uniformes pour les rendre plus adaptés aussi aux conditions de travail. OK, d'accord. J'ai une petite question, si vous permettez. Vous parliez tantôt que vous allez mettre l'emphase sur la formation des chauffeurs sur le réseau régulier. Et puis d'ailleurs, j'ai eu une conversation hier avec M. Gagnon à propos de la formation, puis à quel point c'était important d'être transparent, puis réduire le stress des usagers au niveau du transport adapté le plus possible. Mais moi, j'aimerais que vous rappeliez à vos chauffeurs que lorsque on sonne pour avoir la rampe, lorsqu'on sonne, ça fait un son distinctif. Donc, c'est important qu'ils prennent en compte ce son-là. Puis moi, je peux vous donner un exemple qui vient tout juste de m'arriver, tout juste pour moi venir ici, là. J'ai sonné à deux reprises pour sortir, et puis ma demande a été ignorée. Alors, j'ai dû descendre 3 arrêts plus loin. C'est sûr qu'avec une chaise motorisée, c'est plus facile, puis moi, je roule vite, puis moi, je m'en fous, là. Moi, si j'ai avancé, j'avance. Mais moi, quand je fais des recommandations, c'est pour penser aux autres. Donc, j'aimerais que vous leur rappeliez à ces chauffeurs-là l'importance, ou au pire, changer le type de sonnette pour que ce soit un message vocal, si c'est possible, je ne sais pas, là. C'est pour dire la personne, demande de rampe et activité, je ne sais pas. Je vais laisser Mme Amilcar répondre à votre question, M. Morissette. En fait, on va vous revenir parce que Mme Turcotte, justement, m'en avait parlé de ce problème-là. Puis, je lui ai fait part que j'étais pour regarder. Puis, on va voir aussi quelle sorte de sonnettes qui existent ailleurs qu'à Montréal pour qu'on puisse voir si on peut apporter des modifications à cet effet-là. Donc, on va vous revenir sur ce sujet-là. OK. Si c'est possible, juste une toute petite dernière question. Mon collègue, M. Chérier, a parlé s'il y a un manuel concernant les points d'entretien, j'aimerais, si possible, avoir une copie de ce manuel d'entretien. Sinon, je peux faire appel à une demande d'accès à l'information, mais je trouve que c'est un petit peu long. C'est une troisième question. Je vais quand même laisser Mme Amilcar répondre, qui était à l'entretien des bus alors, avant. Donc, le manuel, elle sait s'il existe. Si elle... Au fait, vous pouvez de votre propre chef aller sur le site de la SAC et vous allez avoir accès à toute la documentation en ce qui a trait à l'entretien des véhicules routiers. Donc, vous allez dans la catégorie véhicules lourds. Si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider à cet effet-là, mais c'est d'accès public de toute façon sur le site de la SAC. Ça va être marqué véhicules lourds et autobus ou juste véhicules lourds? On a votre courriel, M. Morissette, ou vous nous le laisserez, on pourra vous envoyer le lien, là, ça va être plus simple. D'accord. Juste faire une précision, vous avez dit qu'on allait mettre l'accent sur la formation des chauffeurs, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on allait aviser les chauffeurs. Oui, c'est ça. Il y avait un changement à la politique. Les chauffeurs reçoivent d'informations, ils font du bon travail, donc on veut simplement apporter cette précision-là là, pour que personne ne soit surpris de ce petit changement qu'on a fait. Je vous remercie, M. Merci beaucoup. Alors, j'appelle Mme Karen Yurtnovsky. Bonsoir. Bonsoir. Je parle pour le Conseil des aînés de Notre-Dame-de-Grâce. On représente pas juste les personnes aînées 65 ans et plus, mais aussi les baby boomers de 50 ans et plus qui
avons aussi souvent des problèmes physiques comme des mal de dos, des mal de genoux, des problèmes d'équilibre et tout ça. Donc, on a beaucoup de misère à voyager dans des autobus très bondés, très surchargés, parce qu'on ne peut pas s'asseoir. Aussi, on comprend qu'il y a un manque d'autobus de la STM. Il n'y en a pas assez pour la demande. On souffre, je pense, plutôt un peu plus que des personnes moins âgées si on doit être debout pendant nos voyages en autobus. Alors, ça nous affecte beaucoup. À NDG, on a un problème supplémentaire qui est qu'on habite dans le chantier routière plus grande au Québec, je crois, plus l'ouverture de nouveau hôpital, ça s'en vient aussi. Alors, on a beaucoup de problèmes de trafic d'automobiles. On aimerait vraiment avoir plus de services d'autobus. On comprend, M. Rautran nous a expliqué plusieurs fois, vous appliquez la même règle, la même les normes de charge. Normes de charge, merci, pour toutes les zones de Montréal, tous les secteurs. Mais nous avons un problème spécifique avec le chantier de Turcot. Il y a beaucoup de demandes de services qui n'est pas prise en considération, je pense, parce que si vous en ajoutez des autobus, vous allez voir qu'ils vont être pleins. Oui. Vous allez arriver aux normes de charge immédiatement. Alors, ma question, c'est, vous avez, avec la MTQ, vous êtes d'accord, vous allez booster un peu le service d'autobus pour l'autobus 90 et pour la 420. Mais nous sommes un peu perplexes parce qu'on voit pendant les dernières semaines qu'on a plutôt coupé le service de la 420. Le 30 mars, en partant le matin, il y avait 12... Je vous laissez aller votre question tout de suite. Parce que alors, ma question, c'est que pourquoi vous avez coupé le service sur l'autobus à 90? Si vous pouvez nous expliquer où vous avez mis ces autobus et si vous avez changé le plan. Question, je pense que M. Rautran peut contribuer à donner une réponse assez générale, mais quant à savoir où sont allés les autobus. Bonsoir et bienvenue. Effectivement, on est en communication régulière avec le ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal selon leur plan de construction, l'échéancier pour les travaux dans la grande zone Turcot. Comme vous avez mentionné, le MTQ effectivement a dit que parmi les mesures de mitigation, il y a un petit montant de l'argent qui va être attribué à augmenter le service d'autobus 90 et 420. Je vais faire complètement par hasard une vérification des nombres de départs en septembre 2014 et mars 2015 sur le 90 et les chiffres que j'ai, il y était 174 départs sur le 90 et maintenant c'est 191. Il y a 7 départs de plus en mars que septembre dernier. Mais ça ne compte pas l'ajout de nouveaux services qui, j'ai compris, va être seulement septembre prochain sur cette ligne avec l'argent qui vient de MTQ. Par contre, cet autobus va réjouir d'une voie réservée sur Upper Lachine bientôt qui doit faciliter... Les 90? Yeah. Oui, oui. Ça va faciliter la fluidité. Aussi, l'année dernière, le STM, avec la collaboration de l'arrondissement Côte-des-Neiges NDG, installé une voie réservée sur Sherbrooke West. L'autobus 420 l'utilise pour une portion de sa trajet. Le 105 l'utilise pour presque toute sa trajet. Vous êtes correct, on utilise les mêmes normes de charge partout. On ne favorise pas un côté de la ville qu'un autre. Et on fait quand même une analyse poussée 4 fois par année, assignation de nos chauffeurs et de nos autobus selon la demande. The word in English is ebb and flows. La demande n'est jamais pareille. Ça va comme ça dans un certain secteur, ça peut aller comme ça dans un autre, et on doit faire une réaffectation des autobus pour répondre à ça. Commençant en 2016 et surtout en 2007, on va avoir le système e-bus
qui va nous donner une meilleure idée de le service en temps réel et la capacité de réajuster beaucoup plus que 4 fois par année. J'ai quand même fait une analyse des autobus. Sorry, I left my cell phone on. Les autobus majeurs, les routes majeures à Notre-Dame-de-Grâce, comme le 103, le 51, le 105, le 90, et pour la majorité de ces lignes dans heure de pointe, l'intervalle entre les départs est entre 2 et 5 minutes, qui est une relativement bonne service. C'est difficile avec nos moyens de justifier plus de services et de prendre des services d'ailleurs pour effectivement donner moins de services. Donc, l'idée d'augmenter les services est une décision politique qui relève des gouvernements supérieurs. On travaille avec les budgets que nous avons et on donne un service efficace dans nos moyennes. On gagne des prix pour ça. Mais effectivement, s'il y a plus de l'argent, ça prend un budget accru. Merci. Okay. M. Rotland, vous avez une deuxième question? Oui, c'est la même question. Pourquoi vous avez coupé le service sur le 420 et où vous allez envoyer ces autobus? Je n'ai pas les chiffres exacts pour le 420. Ce que vous me dites vient en surprise. C'est possible quand... On va vérifier, là, je crois. On va vérifier. Puis on vous répondra. Là, vous allez me répondre? Oui, OK, ça serait super. super. On est certainement en mesure de vous répondre. Alors, on a vos coordonnées. Vous pouvez peut-être laisser un courriel aussi si vous désirez. Là, ça va être plus simple. Ou on peut vous appeler. On vous appellera pour vous demander votre numéro, votre adresse de courriel. Et merci pour avoir venu. Madame Molly Walsh. Bonsoir. Bonsoir, M. Schnob et tous les membres du conseil d'administration. J'ai quelques commentaires que je vais lire parce que je ne parle pas le français aussi couramment. Non, j'ai déjà dit ça à Notre-Dame-de-Grâce Borough. Je vais essayer en français. Vous avez pris vos notes en français? Vos notes sont en français? Non, je vais le faire en français. Okay. Mais je ne veux pas répéter tout ce que mon collègue a déjà dit, Karen Urtnowski. Mais moi, je suis venue à la part des conseils des années de Notre-Dame-de-Grâce et tous les citoyens qui ne sont pas satisfaits avec le service, même si vous dites que les autobus partent très souvent, on a toujours les problèmes avec le surcharge et des fois les autobus qui sont obligés de nous passer parce qu'ils sont trop pleins de monde. Alors, on a présenté cette pétition à M. Mayor Copeman et on va la déposer aussi avec le député Kathleen Weil et aussi au maire Denis Coderre. Et on est reconnaissant que le service a été amélioré un peu, mais on pense qu'il y a encore d'autres choses à faire pour satisfaire nous, surtout les familles qui ont la difficulté de voyager avec les enfants et aussi les âgés comme moi. Des fois, voyager en autobus, c'est dangereux, c'est inconvénient, c'est décourageant. Alors, au nom des usagers actuels et potentiels de Notre-Dame-de-Grâce et le Conseil des années, j'aimerais présenter la pétition qui a 1200 signatures et on aimerait aussi demander de STM de nous fournir un transport sécuritaire, accessible et respectueux pour tous et de considérer non seulement l'achalandage actuel, mais de réaliser les bienfaits qu'elle pourrait apporter à toute la communauté en évaluant la demande potentielle. En fermant, j'aimerais simplement dire en anglais que we realize that a lot of people are driving their cars because the buses are crowded or inconvenient or slow or unreliable. So if we want to get more people into the buses, we have to improve. C'est exactement le plan. C'est pour ça notamment qu'on a mis une voie réservée sur Sherbrooke dans l'ouest pour améliorer la fiabilité. Pour un chauffeur d'autobus, être pris dans les embouteillages, c'est pas très efficace. Alors, en étant en voie réservée, ça rend le service. Mais vous avez constaté, ça l'a rendu assez populaire au point où il y a des
des bus où c'est un peu chargé. Donc, c'est pour ça qu'on en a rajouté. On en a rajouté Oui. cet hiver, vous avez constaté, j'espère. Oui. Et on examine la situation de façon régulière pour être certain qu'on s'adapte bien là, à l'achalandage si l'achalandage augmente. Alors, on fait cet effort-là. On va prendre en considération les informations. que OK. vous avez. Même les jeunes n'aiment pas prendre les autobus parce qu'ils Tout à sont fait. trop... On comprend la Philippe? situation. Oui, bonjour Madame Walsh. Au conseil d'arrondissement, quand vous étiez présent, vous avez dit, vous félicitez le STM pour avoir amélioré le service et à faire un dialogue avec les usagers. Et vous avez des chapeaux, bravo, mais vous avez quand même déposé votre pétition. J'utilise le 105, je vais l'utiliser pour revenir à la maison ce soir. Oui. Mais j'ai constaté la cédule et c'est difficile de dire qu'un service qui va à 3 à 4 minutes, et je suis bien heureux que les gens l'utilisent, est un service qu'on peut améliorer. Par contre, on regarde la croissance d'achalandage. Avec le CUSUM qui vient, on a une idée de combien plus de passagers vont arriver dans la station intermodale Vendôme, combien va utiliser les autobus. Et ça change les normes de charge. Ça donne une pondération additionnelle qui ajoute de service quand il y a plus de gens. Mais j'aimerais vous indiquer qu'au Québec, il y a 9 sociétés de transport. Celle qui a les normes de charge les plus généreuses, c'est le STM. Bon, bravo. Bon, mais je comprends, vous voulez plus de l'argent pour le transport en commun. Il y a une élection fédérale et je vais vous dire ce que je pense. J'ai dit à une citoyenne au conseil d'arrondissement ici, le mois dernier, le Canada, c'est le seul pays de OECD qui n'a pas une politique nationale de transport en commun. Donc, peut-être c'est une question à poser au candidat au fédéral. Bon, merci. Merci, M. Rattrand. Merci, Mme Walsh. Alors, ça met un terme à la période de questions du public. On passe maintenant à l'ordre du jour de l'Assemblée du Conseil d'administration de ce soir. Donc, j'appelle l'article 1. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant l'article 9.1. M. Parenteau propose. Et Mme Plourde seconde. Alors, l'article 1 est adopté. J'appelle maintenant l'article 2. Approuver les procès-verbaux des assemblées tenues les 4 et 13 mars 2015. Je propose. L'article 2 est adopté. Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 3, 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4. 3.1. Adjuger des contrats à Paragon Identification et Confidex pour la fourniture de cartes à puce occasionnelles. 3.2. Participer à une demande commune de soumission publique avec la Ville de Montréal et approuver l'adjudication des contrats pour la fourniture de celles de déglaçage de la chaussée. 3.3. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat à Garival pour la fourniture de pièces de rechange pour les boîtes à perception pour autobus. 3.4. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat à Wajax Système de puissance pour la fourniture de pièces d'autobus urbains. Je les propose. Alors, les articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 sont adoptés. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 4. 4.1. Adjuger un contrat à Michel Guimont, entrepreneur électricien, pour la fourniture et les services d'entretien de signalisation verticale des voies réservées. 4.2. Autoriser la prolongation du contrat de service à Bell Canada pour l'opération, le support, l'entretien et l'évolution de la solution informatisée pour le centre de contact client et la réponse vocale interactive. 4.3. Octroyer un contrat à Giro pour le développement des interfaces du logiciel Astuce et autoriser des modifications au contrat. 4.4. Adjuger un contrat de service à Stronco pour la location de chargeuses sur pneus. 4.5. Autoriser une modification au contrat à Célèbre Construction pour la réfection des toitures et des pluies de lumière à la station Vio. Je propose. J'appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. J'appelle maintenant l'article de la rubrique 5. 5.1. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat à Lanla Recherche Marketing pour des services professionnels pour effectuer une étude par client mystère servant à évaluer la qualité du service. I propose. J'appuie. L'article 5.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 6. 6.1. Adjuger un contrat à consultant F Drapeau pour la fourniture de 2 motrices de triage.
6.2, adjuger un contrat à Angelec Construction pour la construction et l'aménagement de l'atelier de réparation majeure du métro. Je propose et je les appuie. Les articles 6.1 et 6.2 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 8. 8.1, autoriser la modification au contrat à Célèbre Construction pour la construction du poste de ventilation Hermine. 8.2, adjuger un contrat à Hatch Mott McDonald pour l'expertise de méthode d'excavation en tunnel et de stabilisation de l'excavation en sous-œuvre. 8.3, autoriser l'exercice de l'option du contrat à Annixter pour la fourniture de câbles électriques moyenne tension. 8.4, approuver une modification au contrat de Ondel pour le remplacement de câbles 12 kV. Je propose. J'appuie. Les articles 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 9. 9.2, approuver le protocole d'entente avec la Société du Palais des Congrès de Montréal dans le cadre de la réfection du plancher, d'édicule et de la membrane de la station de métro Place d'Armes. 9.3, adjuger un contrat à Ulix Construction pour la réfection du plancher d'édicule et de la membrane à la station du métro Place d'Armes. Je propose. J'appuie. Les articles 9.2 et 9.3 sont adoptés. Je souligne que ces travaux à la station Place d'Armes vont permettre aussi, évidemment, l'installation d'ascenseurs. J'appelle les articles de la rubrique 11. 11.1, approuver les modifications de parcours des lignes 17, 217, 63, 90, 100, 139, 439, 355, 202, 204, 356 et 253. 11.2, approuver la modification du parcours de la ligne 74 Bridge afin de desservir le secteur Technoparc. 11.3, approuver les mesures de bonification de plusieurs services de taxi collectifs. Je propose. J'appuie. Et, M. le Président, je vous permets, pour 11.2, j'aimerais annoncer que la raison pour laquelle le 74 Bridge va être extensionné au Technopark, parce qu'il y a un tournage majeur d'un film majeur à Mel City de cinéma qui commencerait au fin du mois d'avril. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Il va attirer 1000 emplois dans ce secteur pour le reste de cette année. Merci, M. Rotran. Les articles 11.1, 11.2, 11.3 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 12. 12.1, approuver la collaboration de la Société de transport de Montréal auprès du promoteur formé du partenariat entre la Société immobilière Landmark et Construction Brocolini pour le projet d'intégration immobilière au-dessus de la station Longueuil, Université de Sherbrooke. 12.2, autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat avec les investissements SIMSU pour la location d'un terrain pour le terminus Early Newman. 12.3, autoriser la poursuite du bail avec Mutia Razagopal pour la location d'espaces de stationnement à Côte-Vertu. 12.4, autoriser le renouvellement de l'entente de recherche avec la chaire Mobilité. 12.5, autoriser l'entente de partenariat avec Bixi Montréal et Communauto pour la saison 2015-2016. Les articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 et 12.5 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 13. 13.1, adopter le système de pondération et d'évaluation pour des services spécialisés en technologie de l'information. 13.2, adopter le système de pondération et d'évaluation pour des services professionnels pour la réalisation de divers mandats en contrôle de matériaux. Je propose. J'appuie. Les articles 13.1 et 13.2 sont adoptés. J'appelle l'article de la rubrique 14. 14.1, approuver les états financiers consolidés et le rapport financier pour le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire au 31 décembre 2014. Je propose. L'article 14.1 est adopté. Alors, ça met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 1er avril 2015. Je vous invite à être là en mai et d'ici là, participer à notre consultation en ligne à compter de lundi pour nous permettre de tracer la voie ensemble en fonction de notre plan stratégique 2025. Merci. À la prochaine.